Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour. Bonjour, je suis vraiment ravi d'être ici avec vous cet après-midi, ravi parce que tout à l'heure nous avons vécu un moment très très fort avec l'intervention du président Zelensky qui était interviewé par Ulysse Gosset, qui était un moment très très fort. Et si je suis ravi d'être avec vous ce soir, plutôt cet après-midi, vous voyez je me projette Jeddah, cet après-midi c'est parce que le MEDEF a décidé d'éclairer, de jeter un coup de projecteur sur les champions de la French Tech. Vous les connaissez ces champions, on les surnomme les licornes, ce sont des entreprises qui ont réalisé la performance d'être valorisées à plus d'1 milliard de dollars. Eh bien, cet après-midi et demain matin, nous allons recevoir une grande partie des patrons, administrateurs, fondateurs de ces licornes qui vont se retrouver ici afin de nous livrer leurs secrets, les secrets de la réussite qui leur a permis de réaliser ces performances et ils pourront aussi nous dévoiler leur réussite. Ces licornes, elles sont au nombre de 26 aujourd'hui en France. Et nous allons vous proposer pour lancer cet après-midi un débat. Et ce débat sera animé par Stéphane Marchand. Stéphane Marchand va réfléchir avec ses invités sur le nombre de licornes que nous pourrions atteindre en France. Est-ce que nous pouvons atteindre 100 licornes qui soient bleu, blanc, rouge? Eh bien, c'est la question que nous allons nous poser. Et ensuite, nous allons retrouver, juste après ce débat, avec les patrons des licornes françaises qui vont vous dévoiler leurs secrets. Et je vous demande d'applaudir et de recevoir Stéphane Marchand. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là avec nous, sous ce beau soleil, pour ceux qui n'ont pas la malchance d'être à l'ombre. Je vais inviter nos intervenants à me rejoindre sur le plateau. Jean-Noël Barrot, s'il vous plaît. Jean-Noël Barrot, vous êtes ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécoms. Asseyez-vous là, par exemple. Et parce que je suis un journaliste économique, j'aime bien dire ça, je suis très heureux d'accueillir aussi un docteur en sciences de gestion. Ça n'est pas si fréquent dans les gouvernements. Paola Fabiani. Paola, vous êtes la fondatrice de Wisecom, qui est un centre d'appel, ce qui est assez ordinaire, mais ce qui est extraordinaire dans votre centre d'appel, c'est qu'il est installé à Paris. Bravo. Et vous êtes évidemment la présidente du COMEX 40 du MEDEF, et vous nous en parlerez tout à l'heure. Jonathan Cherki. Jonathan, vous êtes le président de Content Square. Vous l'avez fondé et puis vous l'avez mené jusqu'au statut de licorne. Et donc, vous serez finalement la seule licorne sur ce plateau. Mais il y en aura forcément des futurs. Fabienne Neveu. Fabienne, vous êtes investisseur, vous êtes entrepreneur, vous investissez dans les startups et vous investissez plutôt dans les startups en phase de lancement. Et vous êtes membre du COMEX 40. Cette organisation mystérieuse dont on va parler très vite. Et enfin, Marie Torse. Marie Torse, vous dirigez Graffiti. Graffiti, c'est une entreprise qui crée des algorithmes de reconnaissance visuelle. Et évidemment, c'est aussi excitant. Et vous êtes membre de ce fameux COMEX 40. Alors évidemment, avec ce teasing, je vais être obligé de commencer par Paola Fabiani. Et Paola, j'aimerais que vous nous disiez, avant de répondre à la question du jour, est-il possible d'avoir 100 licornes bleu, blanc, rouge en 2030? Avant de répondre à cette question-là, parlez-nous un peu du COMEX 40. Qu'est-ce qu'il apporte au MEDEF? Tout à fait. Donc, bonjour à tous. Merci de nous recevoir et merci d'être là. Nous sommes ravis d'inaugurer cette nouvelle scène parce qu'effectivement, c'est vraiment une action forte du MEDEF. Alors, le COMEX 40, en deux mots, il a été créé maintenant il y a un peu plus de 4 ans à l'initiative de Geoffroy Roux de Bézieux et Patrick Martin, mis en œuvre par Fabrice Le Sachet. L'idée du COMEX, c'est de doter le MEDEF d'une représentation des jeunes dirigeants de moins de 40 ans pour venir challenger le MEDEF sur les grands enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux qui impactent nos entreprises aujourd'hui et demain.
Donc on est à l'origine, on a commencé avec le COMEX 40 national, 45 membres, 23 femmes, 22 hommes, 75% des secteurs d'activité représentés, plus de 80% des territoires, et surtout, je dirais, une photographie complète de l'écosystème entrepreneurial, un tiers start-up, société innovante, un tiers PME, ETI, et un tiers dirigeants de grands groupes pour faire 3 missions. Des synergies, des échanges. On a fait notamment avant le Covid un voyage en Corée où on rencontre des politiques, on échange avec des grands patrons. Une deuxième mission qui est de se saisir des sujets d'actualité pour donner au MEDEF le point de vue des jeunes dirigeants. Et puis surtout le troisième qui me semble un point essentiel, c'est de réfléchir aux grands sujets. Donc à travers des groupes de travail où on va mener des réflexions et des propositions qu'on va apporter à la présidence du MEDEF. Donc on a fait des sujets comme la remise en question de la démocratie libérale, les flux migratoires, l'altercroissance, l'anticipation des crises, l'éducation entreprise et autres, avec à chaque fois des propositions formelles. Et là, on est assez fiers parce que depuis maintenant 1 an, il y a des COMEX 40 territoriaux qui se sont créés. Et donc, on est à peu près à plus d'une vingtaine de COMEX 40 dans les territoires que représente ici Marie pour les Bouches-du-Rhône et Fabienne pour Paris. Merci beaucoup. Merci, Paola. Jean-Noël Barrot, Monsieur le Ministre, la French Tech a mis les bouchées doubles ces dernières années et les résultats sont là. Déjà 27 licornes, on disait 26 tout à l'heure, il y a un petit débat sur les chiffres, mais c'est une belle performance. Il y en avait 3 en 2019. Le nombre de levées de fonds supérieur à 100 millions a explosé depuis quelques années, mais tout le monde sait que le financement va se durcir dans les 18 à 24 mois qui viennent. Les délais s'allongent entre 2 levées de fonds. Les petits peinent à lever. En dessous de 10 millions d'euros, ça devient très, très difficile. Alors, que peut le gouvernement français pour isoler les start-up françaises du coup de froid mondial et comment faire ? Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici avec vous. C'est vrai qu'on est bien à Longchamp, même si, vous l'avez rappelé, j'ai fait une thèse de doctorat qui m'a conduit à passer beaucoup de temps sur le campus d'HEC. Donc j'étais très heureux quand le MEDEF était encore à HEC. Très heureux d'être là aujourd'hui. Je veux à mon tour saluer l'initiative du COMEX 40 parce que comme parlementaire ces 4 dernières années, j'ai eu l'occasion d'échanger avec les membres du COMEX 40 à l'occasion de rencontres qui étaient organisées entre chefs d'entreprise et parlementaires et je trouve que c'est une force de proposition qui est très utile. Et puis je suis très heureux de voir que cette année, la REF a décidé d'ouvrir une scène aux entreprises de forte croissance pour discuter de ce sujet que sont les licornes. Et je vais vous dire en quelques mots pourquoi je pense que c'est important. C'est vrai qu'on s'était, quand on est arrivé en 2017, on s'était un peu interrogé sur les raisons pour lesquelles la France comptait 3 licornes seulement et les manières, évidemment, d'accompagner cet élan entrepreneurial et d'arriver à des nombres, à des chiffres qui soient beaucoup plus importants. Mais je voudrais dire que c'est important, pas seulement parce que les licornes sont des animaux imaginaires ou parce que la licorne donne ou a rendu, enfin les licornes françaises, les 26-27 licornes françaises ont rendu une certaine fierté à la France, mais d'abord redire ce que sont que ces licornes. Ces licornes sont d'abord des entreprises très innovantes, de forte croissance, qui sont menées par des entrepreneurs de grands talents qui ont eu l'audace de voir grand et d'emmener leurs équipes à des niveaux que peut-être au départ on n'aurait pas pu espérer. Ce sont des entreprises innovantes et de force de croissance, mais si vous m'y autorisez, j'ai envie de dire que ce sont des entreprises comme les autres. Comme les autres, elles créent des emplois. Aujourd'hui, les startups en France, c'est 500 000 emplois directs et près d'1 million d'emplois directs et indirects. Ce sont des emplois que l'on retrouve sur tous les territoires. Et ce sont des entreprises, y compris les licornes, qui parfois ont une histoire qui est intrinsèquement liée à des territoires dont on a parfois pensé que c'était des territoires en déclin, des territoires en déprise, voire même des territoires sans aucun espoir. Et il y a un exemple que j'aime bien citer parce que je l'ai vu de mes yeux, qui est le territoire de Vierzon. Vierzon, capitale du Cher, qui pendant longtemps a été une capitale industrielle dans notre pays, capitale du machinisme agricole, avec une entreprise, la Société Française, installée en plein centre de Vierzon, dans une grande usine, et qui faisait la fierté de ce territoire. En 1995, avec la concurrence internationale, etc., la Société Française a fermé ses portes.
en laissant derrière elle un immense équipement industriel complètement à l'abandon en plein centre de Vierzon, qui rappelle depuis lors que le déclin industriel est passé par là. Et puis, 3 entrepreneurs, quelques années plus tard, se sont rencontrés avec des projets liés à la blockchain et aux cryptoactifs, dont 2 avaient une histoire familiale qui les reliait à Vierzon. Et ils ont décidé d'installer leur unité de production sur ce territoire-là. J'imagine que certains d'entre vous connaissent l'entreprise dont je veux parler. Il s'agit de l'entreprise Ledger, qui est bien évidemment une licorne française et qui est devenue progressivement le leader mondial dans le portefeuille en clé pour actifs numériques. Eh bien, c'est une illustration qu'on retrouve dans d'autres exemples. Je crois que vous allez recevoir aujourd'hui et demain Swile, qui est à Montpellier, Exotech ou OVH, qui sont dans le Nord et qui montrent comment ces grandes entreprises d'innovation et de croissance, non seulement elles font la fierté de la France, parce qu'elles montrent la capacité de la France d'être en avance, à l'avant-garde des technologies d'avenir, mais combien elles apportent à notre tissu territorial en réparant des failles, des fractures qui s'étaient creusées au gré de la désindustrialisation. Donc tout ce que nous avons fait avec Emmanuel Macron, avec le gouvernement précédent, pour encourager le développement de ces licornes, de ces entreprises de forte croissance, avec la mission French Tech, avec le plan de relance, avec France 2030, nous allons le poursuivre. Et vous l'avez cité, il y a un certain nombre d'enjeux qui sont devant nous. Vous avez cité l'enjeu du financement, j'ajouterai celui du verdissement, et je le compléterai par celui des talents. Sur le sujet du financement, effectivement, nous commençons à avoir un certain nombre d'éléments qui nous laissent penser que la période à venir va, pour la French Tech, être une période un peu plus difficile, avec un accès aux financements qui sont plus resserrés. Et nous veillerons attentivement, nous sommes en train de faire le tour de l'écosystème pour identifier celles de nos pépites qui pourraient être en risque. Nous veillerons évidemment à ce qu'aucune technologie ne vienne à nous échapper ou ne vienne à s'arrêter brutalement du fait de ce crunch dont il est très probable qu'il soit transitoire, étant donné que la technologie, les technologies qui sont développées par les startups françaises, par les French Tech 120, par les Next 40, sont évidemment des technologies qui ont un très gros potentiel à l'avenir. Et donc nous allons être évidemment attentifs à ce qu'aucune pépite ne se retrouve en difficulté. Il y a des sujets de moyen terme aussi sur ce volet financement. Il y a d'abord l'accompagnement de ce qu'on appelle le scale-up, c'est-à-dire la forte croissance de certaines de nos entreprises pour passer à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale. Et de ce point de vue-là, nous allons réactiver, ou en tout cas activer la 2e génération de l'initiative Tibi, qui a permis d'orienter les fonds de nos investisseurs institutionnels vers les équipes d'investissement et donc au capital de nos startups. Et puis le président de la République a souhaité lancer une initiative européenne un peu similaire à l'initiative Tibi qui s'appelle Scale Up Europe et qui va se mettre en place dans les prochains mois et qui va permettre d'activer des équipes d'investissement, des équipes de gestion susceptibles d'apporter ces gros tickets de financement dans les derniers tours avant l'IPO, c'est-à-dire avant l'introduction en bourse. Et puis l'étape d'après, ce sera évidemment, alors pour l'instant c'est un objectif, mais j'espère que nous arrivons à le concrétiser, d'avoir à terme un Nasdaq européen, c'est-à-dire la capacité, une fois la taille mondiale acquise, d'aller se coter sur un marché européen plutôt que d'aller systématiquement soit se vendre à des investisseurs stratégiques, encore bien souvent non européens, ou d'aller se coter sur le Nasdaq. Voilà pour le volet financement. Le volet talent, il est indispensable dans les échanges qu'on a pu avoir dans les 6 mois qui viennent de s'écouler, c'est-à-dire des mois d'écoute, des mois de campagne électorale. On a bien entendu que le problème principal de nos entreprises, et ça a été rappelé par le président du MEDEF, ça a été rappelé par la Première ministre, c'est la question du recrutement des talents. Le président de la République a pris un engagement très clair, 400 000 professionnels du numérique au sens large, formés en plus sur les 5 années qui viennent. Nous avons commencé à objectiver la question, c'est-à-dire à essayer de comprendre quelle est l'offre aujourd'hui de formation. Il y en a une partie à l'université, il y en a dans les centres de formation, il y en a dans les entreprises, il y a des initiatives ad hoc.
Et nous allons ouvrir un chantier très prochainement pour atteindre cet objectif et faire en sorte de donner aux entreprises les talents dont elles ont besoin. Et je veux raccrocher à ce sujet de la formation le sujet de la diversité et de la parité, parce que nous avons insuffisamment... Alors nous avons une très belle représentation aujourd'hui, mais nous n'arrivons pas suffisamment à attirer les femmes dans les métiers du numérique. Pourtant, chez les femmes, il y a 50% du QI. Donc ce QI, il faut aller le chercher, il faut donner, inspirer l'envie aux femmes d'entrer dans les métiers du numérique. C'est une priorité pour nous. Voilà pour le talent. Et je termine avec le verdissement. Je ne sais pas si vous avez entendu la Première ministre, mais c'est très clair. Nous avons des objectifs pour 2030, pour 2050, mais nous avons les objectifs pour passer l'hiver. Et de ce point de vue-là, il est important évidemment que les entreprises du numérique, et j'y adjoins les entreprises des télécommunications, puisqu'elles sont dans le périmètre ministériel qui m'a été confié. Elles sont venues à mon invitation à Bercy avant l'été pour prendre de premiers engagements d'ici l'hiver, enfin pour réduire leur consommation énergétique à l'approche de l'hiver prochain. On leur a donné rendez-vous au mois de septembre pour qu'elles viennent consolider et renforcer ces engagements. Mais ce que nous nous sommes dit, et c'était important pour moi, c'est qu'il est indispensable que le secteur du numérique, et c'est déjà le cas, je sais que vous avez demain un certain nombre de licornes qui viennent et qui sont des acteurs directs de la transition écologique, de montrer que les entreprises du numérique, des télécoms aussi, peuvent être des acteurs de l'accompagnement à la transition écologique pour les autres secteurs de l'économie, pour les administrations et pour les particuliers. Et je pense que c'est un effort que nous devons mener conjointement. Nous allons établir très prochainement la feuille de route pour la stratégie nationale du numérique vert. Et je compte beaucoup sur les entreprises du numérique pour non seulement montrer l'exemple, elles l'ont déjà fait cet été, mais aussi pour offrir les solutions qui permettront à toutes les autres entreprises de France de faire cette première marche pour réduire la consommation énergétique et pour diminuer leur empreinte carbone. Financement, talent, verdissement, voilà les défis auxquels nous pouvons nous atteler ensemble. Merci Jean-Noël Barrot. Je me tourne vers Jonathan Cherki, la licorne de cette table ronde. Votre entreprise s'appelle Content Square, on ne la présente plus, elle est spécialisée dans le parcours client en ligne. Tout le monde sait ce que ça veut dire, donc pas la peine de dire ce que ça veut dire. Elle est valorisée à 5,6 milliards d'euros et votre dernière levée de fonds remonte à juillet, je crois, d'à peu près 600-700 millions d'euros. Donc, une performance extraordinaire. J'aimerais que pour nos invités, pour l'assistance, vous réagissiez peut-être à ce que vient de dire le ministre et puis que vous abordiez aussi une question. C'est la question suivante. Il y a un malaise persistant sur les licornes françaises, même celles qui réussissent très bien. C'est le fameux problème de la sortie. En France, ça ne se passe pas aussi bien qu'ailleurs. On aimerait que vous nous disiez pourquoi. Si vous redoutez ça pour vous, voilà, on vous écoute. Merci, bonjour à tous. Et merci à tous pour votre présence ici. Merci pour les recommandations à venir. Pour compléter de ce que vous venez de présenter, je suis assez d'accord sur le volet business et je tiens à dire que Content Square a beaucoup bénéficié de ce support, soit à travers des initiatives comme le crédit d'impôt recherche, la visibilité via le Next 40, des dispositifs de partage de la valeur avec les BSPCE, des aides, des subventions. Donc l'État est de plus en plus bienveillant vis-à-vis des sociétés. Je pense qu'il y a possibilité d'aller encore plus loin en faisant en sorte que l'État devienne un client, voire un bon client. Potentiellement, parce que je pense que 100% des entreprises du French Tech 120 bénéficient d'aide, mais il n'y a peut-être que 5% d'entre elles aujourd'hui qui travaillent avec l'État comme client. Et ça, c'est parfois dû à des process qui peuvent être plus compliqués, des démarches plus difficiles. Donc, il y a un vrai enjeu, à mon avis, de simplification en ce sens qui va permettre une modernisation de l'État. Et pas uniquement pour les licornes, pas uniquement pour les acteurs du French Tech 120, pour l'ensemble de l'écosystème. Il y a eu plein d'initiatives récentes auxquelles Content Square a pu participer, qui ont été super pour nous, comme participer à Davos, comme participer à Choose France. Et je pense que l'État peut continuer à faire encore plus de liant dans l'écosystème entre les toutes petites entreprises, les grandes entreprises du CAC 40, les entreprises internationales, pour faciliter les introductions, pour générer plus de business. Parce que finalement, une entreprise qu'on va appeler licorne, elle va être valorisée par rapport au business qu'elle réalise. Donc tout ce que l'État peut mettre en application, comme ce qu'on peut voir de l'autre côté de l'Atlantique, va apporter énormément de valeur. Pour compléter le point sur les talents, je suis hyper d'accord, il y a un vrai enjeu de pénurie des talents. Et on voit que la France a été très forte sur la formation
pendant longtemps de ces ingénieurs. Mais là, on a un enjeu qui consiste à avoir peut-être une formation moins généraliste et beaucoup plus ciblée à des nouveaux métiers. On a des besoins sur la donnée, sur l'intelligence artificielle, et peut-être qu'il y a un enjeu à créer des pôles d'excellence pour avoir des formations beaucoup plus ciblées correspondant aux besoins des entreprises. Et je pense qu'il y a beaucoup d'efforts dans le financement. On voit apparaître des fonds d'origine française qui financent de plus en plus l'écosystème à de grandes tailles. Pour répondre à votre point sur les exits, je pense qu'il faut juste être patient. Patient parce que les boîtes grandissent. Elles sont de plus en plus financées. Il y a un écosystème qui est mis en place, de plus en plus de collaborateurs, de plus en plus d'argent investi. Ces boîtes, elles sont en train de mûrir. Elles vont grandir, il y aura des sorties ou des reventes, certaines vont aller en bourse, que ça soit au Nasdaq ou potentiellement dans le futur Nasdaq européen, s'il y a suffisamment d'opportunités et de liquidités aussi pour elles, ou si elles ont un attachement fort avec l'Europe. Donc je pense que c'est l'histoire de quelques années, parce que beaucoup d'ingrédients ont été mis en place. Et il y a un quatrième point, je dirais, qui est important, c'est qu'on ne cherche pas uniquement à faire des super business ou des leaders mondiaux, mais plus on grandit, plus on a une responsabilité pour faire non pas l'une des plus grandes entreprises du monde, mais des entreprises qui vont avoir un impact fort dans le monde dans lequel on vit. Et un impact, ça peut être un impact environnemental, ça peut être un impact sociétal, ça peut être un impact sur la vie privée, l'accessibilité, la consommation énergétique, parce que c'est important, à mon avis, au quotidien pour les collaborateurs. Donc, à mon avis, encore un peu de patience. On a tout ce qu'il faut en termes d'ingrédients. Un peu plus vite, plus fort, plus vite. Et je suis persuadé qu'on va voir émerger en France, pas uniquement 100 licornes, mais avec une ambition encore plus forte d'essayer d'aller créer les décacornes, les futurs Google, Amazon, Facebook de demain. Merci Jonathan pour votre enthousiasme et pour vos résultats déjà. Fabienne, donc le ministre le disait tout à l'heure, les femmes dans la tech ne sont pas assez présentes. On ne sait pas pourquoi, on s'interroge toujours pour savoir pourquoi. Il y a aussi trop peu de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est une série de théories pour ça, mais je ne les aborde pas, ce n'est pas le sujet. Je suis tombé sur un chiffre affolant dans le mauvais sens. 2,3% seulement des montants levés sont récoltés par des startups dirigées par des femmes. Donc c'est affolant. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qu'il faut faire? Est-ce que les femmes ont un rôle à jouer? Est-ce que c'est un vrai problème? Peut-être vous allez me dire, mais ce n'est pas un problème. Et puis vous, personnellement, en tant que membre du COMEX 40, est-ce que vous avez votre idée sur atteindre les 100 licornes en 2030? Oui, alors effectivement, la place des femmes dans les startups est encore un petit peu problématique, même s'il y a eu vraiment énormément d'efforts de fait. Actuellement, 24% des créateurs de startups sont des femmes. C'est pas assez, mais c'est déjà bien et ça continue. Il y a eu énormément aussi de mise en avant des femmes entrepreneurs ces 2 dernières années et c'est fantastique. C'est vrai que c'est 1% en 2021 des startups qui ont été fondées par une femme qui ont réussi à lever. Et on a encore 5 fois moins de financement en nombre d'opérations et également en montant levé. Je vais vous raconter un petit peu mon expérience en tant qu'entrepreneur. J'ai commencé en 2015. Donc vous imaginez bien que j'étais une femme. Donc la plupart du temps, je me retrouvais face à des hommes business angels, une 50aine, une 60aine en pitch. Et c'est vrai que l'accueil n'était pas forcément le plus enthousiaste. Et c'était très très compliqué de lever des fonds. En plus, je n'étais pas encore entrepreneur. Voilà, donc ça a été quand même très difficile. Ce qui me rassure beaucoup, c'est que j'ai de plus en plus de femmes qui viennent me voir en tant que start-upeuse par rapport à il y a encore même 2 ans. Et donc ça, c'est vraiment fantastique. Il n'y en a pas encore assez, mais c'est déjà bien. Merci. Je me dirige vers vous, Marie. Marie Tors, donc vous dirigez Graphity, je rappelle, c'est une start-up qui crée des algorithmes de reconnaissance visuelle. Vous êtes aussi membre du COMEX 40. Vous faites probablement partie de la catégorie de start-up
qui risque d'avoir de gros problèmes de financement dans les 18-24 prochains mois. Je suis désolé de le dire, mais on est là pour se parler. Hein. Et vous risquez aussi d'avoir des problèmes de délai entre deux levées de fonds. Alors dites-moi comment est-ce que vous voyez les choses, et au-delà de cette difficulté dont le ministre a promis que ça serait provisoire, au-delà de ces difficultés, comment est-ce que vous comptez devenir une licorne ? Oui, alors effectivement, bonjour. Merci à tous d'être là. Alors nous, on n'est pas du tout encore au même niveau que Jonathan. On a commencé il y a 3 ans et demi. Effectivement, on crée donc des algorithmes qui permettent aux machines, donc aujourd'hui au téléphone, demain aux lunettes de réalité augmentée, de reconnaître les objets qui sont autour d'eux et de pouvoir afficher de l'information dessus. Alors comment on compte devenir une licorne ? Déjà, pour devenir une licorne, il faut adresser un besoin qui est partagé par beaucoup de monde, et une problématique qui est partagée par beaucoup de monde. La problématique qu'on avait identifiée au départ, alors elle pouvait être large, c'était celle de partager. Je raconte ça parce qu'en fait, c'était un énorme fail, clairement, au début. On est parti dans une direction qui n'a pas du tout été la bonne. Et en fait, je pense que c'est important de le souligner parce que le chemin vers la licorne, pour moi, c'est aussi d'itérer, d'avancer, de se retourner vers son marché, de se retourner vers ses clients, vers ses utilisateurs, et finalement de leur demander comment on peut les aider. Alors nous, clairement, tout au début, on avait imaginé que ce qui pouvait plaire à nos utilisateurs, c'était de déposer du contenu vidéo, du contenu photographique, à des endroits extrêmement précis, un peu à l'instar des hommes préhistoriques dans les caves, dans les grottes, pardon. Je fais mon dessin et puis je le laisse là pour les gens qui passeront. Et donc, on teste le marché sur un énorme festival de musique qui se situe à Marseille. Et on se dit clairement, on a un stand, hein, donc on a l'opportunité de présenter et d'expliquer aux festivaliers qui sont là. C'est quand même 50 000 festivaliers qui passent. Et donc, on a l'opportunité de leur dire ce qu'on fait, de leur montrer comment ça fonctionne, etc. On rajoute quand même quelques fonctionnalités à droite et à gauche, notamment comment trouver le bar et comment trouver les toilettes. Voilà, mais c'est vraiment des fonctionnalités annexes. On travaille là-dessus et puis effectivement à la fin des 3 jours de festival, on regarde ce qu'on appelle nos métriques, donc comment l'application a été utilisée, qu'est-ce que les gens regardaient, etc. On était très excités parce que les retours qu'on avait des gens qui étaient là, à qui on a parlé, c'était incroyable. C'est super, c'est incroyable, on peut déposer de la vidéo, on peut déposer du contenu, etc. Et au final, ça n'a pas du tout été utilisé. Par contre, on a fait un énorme carton sur la partie comment on trouve les toilettes, comment on trouve le bar. Bah oui, parce que quand on est en festival, que c'est immense, et bah c'est super pratique de pouvoir trouver en fait ce qu'on est en train de chercher autour de nous. Et c'est là où on a eu en fait cette espèce d'éclair où on s'est dit finalement, on va peindre le monde avec de la donnée. On va pouvoir permettre aux gens non plus d'accéder à de l'information en tapant du texte, comme on le fait avec Google par exemple. Aujourd'hui, Google a été créé au moment où on avait des ordinateurs. Donc en fait, quand on avait un ordinateur, on était derrière son bureau. Aujourd'hui, quand on fait de la recherche, quand on recherche de l'information, on est en mobilité. Depuis 2017, ça a changé. On cherche beaucoup plus de l'information avec son téléphone qu'avec son ordinateur. Donc il y a des situations où effectivement, c'est un peu compliqué d'aller taper du texte comme ça, de faire des recherches, alors qu'on a la situation devant nous. Et ce serait finalement infiniment plus simple de pointer son téléphone et d'avoir l'information qui s'affiche autour des objets qu'on est en train de regarder. Donc on a commencé à travailler là-dessus et à se dire finalement ça, c'est un énorme besoin en fait. Alors c'est un peu audacieux parce que finalement ça veut dire qu'on va se mettre sur le chemin de Google, effectivement. Mais peut-être que c'est ça aussi finalement, le chemin de la licorne, c'est d'avoir cette espèce d'audace de se dire, ok, quand on a des investisseurs en face, le truc inaudible c'est de leur dire, on va concurrencer Google. En général, quand on dit ça, l'investisseur fuit, clairement. Mais il y a peut-être un peu de ça aussi, de retrouver un peu l'audace, de retrouver un peu le peps, et puis finalement de l'assumer. Alors clairement, on a eu beaucoup d'itérations. On est en train d'entrer dans une phase, et c'est vrai, on le souligne, c'est la phase la plus problématique. Là, on termine toute la phase de R&D et on est en train d'entrer dans le business. On vient de remporter un appel à projet international avec Deutsche Telekom. Ça, on en est extrêmement fiers parce que pour le coup, on était quand même 500 dossiers déposés dans le monde, 20 finalistes avec des boîtes qui avaient levé 30 millions d'euros qui étaient juste à côté de nous.
Et donc c'est vrai que quand on est arrivé, on n'avait pas énormément d'espoir. On s'est dit bon, on est un petit peu l'outsider quand même. Et on l'a remporté cet appel à projet. Bon, je viens de signer un accord de confidentialité, donc j'ai pas le droit énormément aujourd'hui d'en parler, mais clairement on l'a remporté, c'est là. Et donc on entre sur ce chemin où là, on est au carrefour. Soit on prend la voie de la licorne, soit on prend la voie de la start-up qui ne va pas scaler, comme vous disiez tout à l'heure, monsieur le ministre. Et si on ne scale pas, si on ne monte pas, si on n'accélère pas, eh ben on va tomber dans les oubliettes. Et là, l'enjeu, il est énorme. Et l'enjeu, il est énorme à 3 niveaux, effectivement. Le niveau de l'investissement, du capital. Là, la BPI fait un vraiment super boulot. Clairement, tu le reconnais aussi, Jonathan, c'est un boulot qui est génial, d'autant plus qu'aujourd'hui, en fait, on est reconnu aussi comme une innovation d'usage. Ça veut dire qu'il n'y a plus, et ça c'est une avancée majeure, ce qui n'était pas le cas avant, c'est sous la présidence du président Macron, qu'effectivement, on a cette reconnaissance en tant qu'innovation d'usage, et donc on peut rentrer dans les dispositifs de la BPI. Ça, c'est génial. Les business angels, génial aussi. On est accompagné effectivement par des business angels, ils sont même ici aujourd'hui, ils sont venus, voilà. Et ça c'est super important aussi. Les dispositifs fiscaux incitatifs, géniaux également. Une toute petite peut-être amélioration possible. Nous on est rentré sur un dispositif qui s'appelle les BSR. Et qui, en effet, pour le coup, ne souffre d'aucune aide, d'aucun dispositif fiscal. Donc, tous les business angels qui sont rentrés aujourd'hui à nos côtés sont rentrés vraiment sans avoir ces dispositifs fiscaux prévus. Voilà cette partie-là. Alors, effectivement, sur la partie des fonds, oui, on arrive un peu à ce crochet où on doit lever en dessous de 10 millions et ça va potentiellement poser problème. Ouais. On vous souhaite de réussir quand même. Merci. Marie. Paola. Paola, tout à l'heure, vous nous avez expliqué ce que c'est que le COMEX 40 dont vous le refaites pas. Si j'ai bien compris, c'est une sorte de club de jeunes au sein du MEDEF qui doit challenger l'état-major du MEDEF. C'est en gros ça. Alors sur cette question des startups, sur la question qui nous préoccupe aujourd'hui, quelle est la différence que le COMEX 40 apporte par rapport à la réflexion de l'état-major du MEDEF ? Alors, je ne sais pas si on apporte... Alors déjà, on n'est pas un club. On est une organisation, un organe non représentatif qui a pour but de venir challenger. Donc, on produit des idées, des propositions et on fait des échanges. Après, je ne sais pas si on a des différences avec le MEDEF. En tout cas, ce dont je suis sûre, c'est ce que nous, on veut porter comme idée et en général, on s'aligne plutôt très bien. Je regarde Patrick qui est en face de moi. Par rapport à la question de la licorne, effectivement, je rejoins ce qu'a dit Monsieur le Ministre, c'est un enjeu qui va, à mon avis, au-delà de la start-up. C'est effectivement un enjeu économique, un enjeu d'emploi essentiel. Parce qu'au sein du COMEX 40, comme vous l'aurez compris, il n'y a pas que des start-up. Il y a des ETI et des grands groupes. Moi, je représente plutôt une PME ETI. Après, on va dire qu'on a pas mal réfléchi autour de 4 points. Il y a 4 actions qui vont reprendre un peu ce qui a été dit, mais d'autres qui vont aller plus loin. Le premier, c'est l'investissement. Donc, ce qui a été fait depuis 5 ans a permis vraiment de faire revenir des investisseurs internationaux, parce qu'on sait que les tickets moyens qui sont élevés, ils viennent beaucoup de l'international. Et donc, on voit que là, 5 ans ont permis, et 2021 l'a prouvé, je crois que 2021, c'est la plus belle année, 11 ou 12 licornes ont été créées. Malheureusement, il y a un coup d'arrêt en 2022 pour les questions de crise qu'on connaît. Il y a quand même eu une levée de fonds par Ecovadis qui a été spectaculaire. Donc voilà, je pense qu'effectivement, on sent des tensions, mais en tout cas, on a su attirer des investisseurs, et ce que vous avez mis en place a permis de le faire. Je pense qu'il faut continuer, parce que, quelque part, c'est le nerf de la guerre. Sans argent, on n'avance pas. Après, pour l'investissement, on peut aussi aller voir peut-être des idées autour de, notamment, l'épargne des Français, parce qu'on peut voir dans quelle mesure on peut inciter à flécher l'épargne des Français vers l'investissement dans nos entreprises et notamment dans nos startups. Il y a une manne qui peut être intéressante. Ça, c'est pour le premier point sur l'investissement. Deuxième point, il y a un gros sujet. On sait que je crois que c'est 0,1% des startups deviennent des licornes. Donc l'enjeu, une fois que la start-up est créée, c'est-à-dire l'enjeu, c'est 1, de créer des start-up, donc des entrepreneurs, et 2, derrière, de les faire grossir, les faire devenir des licornes. Là, il y a 2 pistes. La première, comment faire devenir des entrepreneurs ? Des solutions comme l'intrapreneuriat, des solutions comme l'actionnariat salarial, permet finalement d'initier des salariés. On sait qu'aujourd'hui, on n'a pas une vie, on a 2, 3 vies. Ça permet d'initier des salariés, d'évangéliser à l'entrepreneuriat et de les multiplier. C'est un autre bénéfice aussi, c'est qu'on se rend compte que les entrepreneurs issus du salariat, et notamment ayant bénéficié de ce type de dispositif, ont à peu près 30 ou 40% de succès en plus. Donc, ça fonctionne bien.
Là, il y a des choses à faire, je pense, sur cet axe-là. Le deuxième axe, c'est comment faire en sorte que ces startups grandissent. Eh bien, il y a 2 points. Il y a d'un côté le mentoring, parce qu'on se rend compte aussi que la transmission du savoir, et je pense que nous tous, dirigeants, entrepreneurs, on sait qu'échanger, et la REF en est un exemple, échanger avec ses pairs, transmettre le savoir, discuter permet de mieux anticiper le risque, mieux appréhender les nouvelles choses, et surtout avoir un reflet, ce miroir. Moi, je pense qu'on s'est créé il y a plus d'une dizaine d'années, et on en a un peu manqué au final, c'est-à-dire avoir ce miroir, cette remise en question. Et le mentoring, plutôt bénévole, permet de faire ça et permet cet échange. Et donc permet de garantir une meilleure transformation des startups et donc en licorne. L'autre point, toujours pareil, comment on les transforme, c'est les relations grands groupes startups. On voit souvent, et on en a discuté avec Marie notamment, que l'apport des grands groupes est nécessaire pour ton business et pour notre business. Et effectivement, plus on resserrera les liens entre les grands groupes qui jouent déjà beaucoup le jeu, mais qui peuvent le jouer encore plus, et les startups, demain, plus on pourra en fait transformer ces fameuses startups avec du business, parce que c'est aussi le deuxième nerf de la guerre, comme le disait Jonathan, et ça va permettre de transformer. Après, 2 autres points pour finir rapidement. Oui, rapidement. Très rapidement. 3, le marché. Je pense qu'il y a quand même un petit focus à faire. À la différence de nos petits camarades américains ou chinois, nous, notre marché natif ne suffit pas. Et donc, effectivement, nos startups, elles doivent très, très vite penser à l'international. Et là, il y a des passerelles qui existent déjà avec des dispositifs divers et variés, mais il faut accélérer ces dispositifs. Et puis, dernier point, pour conclure, en ce qui me concerne, on sait qu'aujourd'hui, on a des enjeux majeurs, on l'a vu avec les différents discours d'introduction, notamment de Geoffroy, sur la transition énergétique, sur l'environnement, le social, le sociétal, et on commence de plus en plus à parler de performance extra-financière, on voit des systèmes de mesures apparaître. Au final, est-ce que la France n'a pas une position audacieuse, tu le citais par rapport à la transition, mais même au sens RSE large, est-ce que la France n'a pas une position avantageuse par rapport à ça? Est-ce que le système de valorisation ne va pas bouger? Est-ce qu'il ne sera plus pas uniquement monétaire, mais demain, il prendra tout en compte et prendra aussi la perf extra-financière? Et là, est-ce que demain, finalement, pour répondre à la question de 2030, est-ce qu'on ne créera pas des licornes à impact? Merci Paola. Merci pour votre conclusion. J'ai une dernière question que je voudrais poser, avoir la réponse à cette question de la part de Jonathan puis du ministre. Quand j'ai annoncé sur Twitter cette table ronde d'aujourd'hui, comme on fait quand on est journaliste, j'ai reçu une réponse dans les 5 minutes qui suivaient en me disant « Est-ce que créer des licornes alors que c'est la guerre en Europe, la crise dans le monde, est-ce que c'est vraiment une priorité? Est-ce que c'est ça vraiment la priorité ?» Jonathan. Créer une licorne, ce n'est pas une fin en soi. Ce qui est plutôt une fin en soi, c'est d'avoir un impact positif dans le monde dans lequel on vit. Quand on démarre une start-up, on part d'une idée, on résout un problème, on crée un business. Quand le business grandit, arrive un moment donné où on se pose la question sur quel est l'impact qu'on peut apporter. Et comme je disais, c'est hyper important pour les leaders de l'entreprise, pour les collaborateurs, parce qu'à notre niveau, tous, quelle que soit la taille de notre entreprise, on peut avoir un impact fort. La bonne idée, elle est partout. La capacité à agir, elle est à tout niveau. Donc, je pense que particulièrement dans ces périodes de difficulté, c'est des périodes qui sont très propices au changement, c'est des périodes propices à l'innovation, c'est des périodes pour faire naître des champions de demain et des champions qui vont avoir un impact hyper positif. C'est pas antinomique, on n'a pas à choisir entre la transition énergétique et une licorne. Ça peut être des licornes vertes et même quelque part, c'est peut-être un objectif pour tous. Et la chance qu'on a, c'est qu'on fait face en France à une génération d'entrepreneurs décomplexés qui ont envie de casser la baraque et qui ont envie en plus d'avoir un impact hyper positif. Donc, en se serrant les coudes tous ensemble, en travaillant tous ensemble, main dans la main, je pense qu'on peut avoir cette dose d'optimisme. Et je rajouterai un élément sur le financement, c'est que dans des périodes comme celle-ci, où le financement peut être plus difficile, que ce soit le financement public, introduction en bourse, ou le financement privé, il y a aussi du support, soit de l'État, mais également des banques, qui ont un vrai rôle à jouer dans l'organisation pour supporter les entreprises sous forme de prêts, de dettes, d'accompagnement, de structuration, de votre cash flow. Il y a plein d'instruments qui sont mis à disposition et pour échanger de plus en plus avec les banques, elles cherchent ces bonnes entreprises pour pouvoir se développer. Donc, je crois que tous ensemble, on peut avoir plein d'optimisme sur l'avenir de demain, même dans cette période compliquée. Merci Jonathan. Jean-Noël Barrot, en tant que l'État est investisseur dans tout ce système.
Oui, alors est-ce qu'en période de crise comme les années qu'on vient de traverser, est-ce qu'on a, je ne sais plus comment vous aviez tourné votre question, mais est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'il est utile de s'interroger sur la pertinence des licornes ? Je crois que c'est l'évidence. C'est une licorne française qui nous a permis de réussir la campagne de vaccination. Ce sont des licornes françaises, je crois avoir aperçu le fondateur de l'un des pionniers français, Blablacar avec le covoiturage, qui invente tous les jours les solutions qui font qu'on va décarboner nos mobilités, décarboner nos logements, bref, décarboner notre quotidien et qu'on va réussir à gagner le grand défi de la transition écologique. Comme ça vient d'être dit avec beaucoup de ferveur et je la partage, nos entrepreneurs, nos fondateurs d'entreprises de forte croissance, de start-up qui deviennent licornes et on leur souhaite, ils ont envie effectivement de rendre le monde meilleur et d'apporter une vraie contribution directement avec les produits et les services qu'ils conçoivent. Et je crois qu'ils sont absolument nécessaires et qu'aujourd'hui, dans notre quotidien, on utilise déjà beaucoup de leurs services et ils sont devenus essentiels dans notre vie au quotidien. Maintenant, il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on arrive à faire grandir des licornes qui ne sont pas cantonnées dans les applicatifs, c'est-à-dire dans les services, mais qu'on puisse en faire aussi dans l'industrie. Et je vois Antoine Hubert qui est là, qui est un très bel exemple d'une entreprise de très forte croissance qui est en train de changer dans le monde la manière dont on alimente les animaux et qui va nous permettre de progresser très considérablement, puisque vous savez, quand on parle que c'est pas bien de manger de la viande, etc., au fond, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on décarbone nos processus dans l'agroalimentaire. Et Antoine Hubert, il venait de ses études d'agro et il a fait une percée avec ses cofondateurs dans ce domaine-là et il va apporter des vraies réponses. Il faut que d'autres puissent suivre son exemple et qu'en matière industrielle aussi, on puisse développer des géants qui vont trouver les solutions à ces grands enjeux. Et puis je pense aussi à l'infrastructure numérique, c'est-à-dire aux grandes verticales que sont le cloud, que sont l'intelligence artificielle, que sont la cybersécurité, que sont le quantique. Ce sont des technologies dont on ne connaît pas encore tout à fait la manière dont ils vont changer notre quotidien à l'avenir, mais on sait qu'ils sont porteurs de grandes promesses. J'ajoute la blockchain, le Web3. Si nous voulons ne pas être dépendants de grandes puissances étrangères, il faut que nous ayons des entrepreneurs en France qui développent ces solutions et qui nous permettent de les maîtriser, parce que la domination technologique précède la domination économique. Et donc, pour être libre demain, pour être autonome demain, nous avons besoin de licornes, y compris dans un monde qui devient de plus en plus fractionné et à certains égards de plus en plus dangereux. Donc, pour répondre en une phrase à la question, oui, nous avons besoin de licornes dans tous les domaines, les services, l'industrie, l'infrastructure numérique. L'objectif que nous a fixé le président de la République, c'est 100 licornes à l'horizon 2027, dont 25 licornes vertes. Et nous allons œuvrer tous ensemble dans les 5 ans qui viennent pour y parvenir. Bonne chance. Merci à beaucoup.